Voilà, de retour pour la deuxième partie. Toujours sur Meta TV, toujours sur la libre antenne, toujours Bissot Mnabisso. Voilà, on me dit jamais de Balavoine. Non, il y a du Balavoine. Arrêtez de dire des bêtises. En plus, on a même fait une émission sur Balavoine et il y a peut-être une autre en préparation. Alors, on me dit bonsoir. Penses-tu que si Marine Le Pen passe au second tour, oui, j'ai déjà répondu tout à l'heure. À mon avis, chaque candidat croise les droits pour tomber sur le FN au deuxième tour, même s'il débat qu'en 2002 bis. Ouais, ils espèrent tous le même scénario, oui, bien sûr, parce que dans beaucoup de cas de figure, les sondages très précis nous prédisent que Marine Le Pen perdrait, sauf contre quelques candidats, mais c'est ceux qui ont été éliminés, puisqu'elle a gagné contre Hollande, elle a gagné contre Sarkozy, je crois bien qu'elle a gagné même contre Macron. Pas sûr, mais je me semble bien quand même qu'elle a gagné contre Macron. Donc du coup, ouais, c'est vrai que les candidats, ils peuvent espérer tomber contre elle en disant qu'ils ont une sacrée chance, c'est clair, c'est clair. C'est clair. Bon, le candidat le plus sérieux, je pense, pour elle, pour le moment, ça reste évidemment Fillon, mais on n'en est qu'au début. On verra après, quand tout le monde sera déclaré, et puis quand les choses vont commencer à bouger. Mais oui, il va y avoir un clash, c'est clair. Alors, on me dit, que penses-tu qu'un attentat et un Italexit avant les élections françaises n'obligerait pas les candidats à se repositionner sur l'immigration et l'Europe? Mais ça, ma chère, excellente question. Je pense qu'on vit un grand mouvement. On avait parlé la dernière fois, mais voilà, on va suivre ce qui va se passer. Vous savez qu'il y a des élections en Autriche ce week-end. Il y aura des élections en France, il va y avoir des élections en Allemagne, il va y avoir des élections en Hollande, il va y avoir donc ce référendum en Italie dont on ne nous parle pas. Donc je pense que ouais, la donne elle est en train de changer, qu'on assiste à des résurgences nationalistes dans tous les pays européens, qui ne sont que la conséquence des politiques qui ont été menées depuis 30 ans et accélérées depuis évidemment 2 ans avec cette invasion clandestine, hein, voilà. Donc forcément, tous ces gens là qui déferlent, qui viennent sur nos côtes, même si, je sais, on me dit, oh là là, l'humain, mais ça, c'est pour moi, les gens qui ramènent constamment ça à l'humain, ce sont des espèces d'égalitaristes fous qui voudraient nous faire croire que l'autochtone, le français, il vaut le migrant. Non mais il faut quand même un peu, je sais pas, avoir un peu de bon sens, quand même, qu'on a un peu de bon sens. Hein, et d'arrêter cet égalitarisme fou. Le migrant ne vaut pas l'autochtone. Il va falloir l'écrire comment, hein. Comment est-ce qu'on peut considérer donc qu'un Français serait autant chez lui que l'envahisseur clandestin? Mais c'est quel pays? Ça se passe, c'est au nom de quelle logique? Ça, c'est la logique humanitariste, mondialiste, égalitariste. Hein, tout le monde est pareil, tout se vaut, les migrants valent les Français. Hein, et vous finissez comme à Arzon, où le maire porte plainte contre des habitants. Eux sont interdits, hein, de pouvoir résider dans le Morbihan, alors que le migrant qui a commis des agressions sexuelles, il a été évacué, protégé par la police. Non mais vous voyez quand même qu'il y a un problème. Si vous voyez bien que dans ce traitement des affaires de migrants, non, ça va pas. On peut pas protéger ça là comme ça, comme un totem, comme j'ai vu en Autriche, une espèce de charte maintenant. Attention, quand vous parlez des migrants, est-ce que vous, on dit aux journalistes, une espèce de question comme ça, est-ce que vous devez bien être objectif? Attention, est-ce que vous faites pas du racisme quand vous dites le nom de la personne? Est-ce que non, mais c'est incroyable, incroyable. Donc on continue à nous vendre cette sauce et on ne s'étonne pas que petit à petit, tous les pays d'Europe, oui, basculent dans un nationalisme qui n'est que le reflet des défenses immunitaires européennes, pour moi, de chaque pays qui se met en branle. Ça va être Geert Wilders en Hollande, les démocrates là en Suède, l'AfD en Allemagne, FPO en Autriche, etc., comme en Slovaquie, en Pologne, en Hongrie, en Bulgarie aujourd'hui, et c'est normal, je vois pas d'autres réactions. Et il y a que les imbéciles, pour moi, imbéciles, je pèse mes mots, mais qui viennent vous asséner toute la journée dans les grands médias,
que lorsque vous adoptez cette position-là et que vous vous projetez un peu pour comprendre, parce que vous savez, tous les gens là au grand cœur, les pathos là, hein, qui toute la journée pleurent, ah, et tu comprends pas, et tu pleures, ils ne posent jamais, mais alors jamais sur la table, le problème politique. Jamais, donc on va se répéter, le problème politique, il est jamais abordé. Où est-ce qu'elle est la dimension politique? Ils sont où tous ces gens-là qui nous parlent constamment? Oh, faut accueillir parce que c'est l'humanité, oh, parce que c'est le bien, mais attends, c'est des humains comme toi, etc. D'accord, mais parlons politique. Hein, parce que c'est bien beau le pathos, c'est bien beau de chialer parce que y a des mômes dans les rues, mais les mômes dans les rues, on peut vous en trouver partout. Vous voulez des images et vous voulez pleurer, on va vous faire pleurer, ça c'est très facile, c'est très facile. Et vous savez, en plus, quand vous pleurez, vous ne raisonnez plus. Et c'est ça le truc, c'est qu'on a des médias, ils sont là pour vous faire pleurer toute la journée, et jamais on ne fait appel à votre raison. Parce que moi, je pense que le bon sens, il réside dans la raison et pas dans le pleur, parce qu'on est dans le pathos, bah oui, on est prêt à tout accepter, vous voyez. Alors que quand on raisonne, on pèse les choses, hein, on essaie de trouver un équilibre. Voilà, c'est ça le raisonnement. Et dans ces affaires-là, il n'y a pas d'équilibre. Dans ces affaires-là, on est, c'est que du, je vous dis, voilà, du sentiment, du chantage émotionnel. Hein. Ensuite vient le chantage au racisme, évidemment, puisque si vous n'acceptez pas l'idée même qu'on puisse se dire « Oui, mais attendez, on va recevoir autant de gens vous êtes immédiatement salaud, raciste, etc. Hein, » D'ailleurs, comme si les migrants étaient une race qui n'a pas de sens. Hein, et encore une fois, il n'y a que les tordus là, du cerveau qui arrivent encore à mettre des races là où il n'y en a pas. Mais c'est pas étonnant ensuite bah, voilà, qu'il y ait une dérive totale des partis qui, par défense immunitaire, dans chaque pays s'organisent pour se défendre. Parce qu'ils ont bien compris que toute la classe politique, toute la classe médiatique, et donc les gens qui nous gouvernent, les gens qui nous représentent, eh ben, ont décidé de nous détruire. Ils ne veulent plus des nations, je sais. Voilà, on peut ergoter pendant 20 ans, savoir pourquoi, ils veulent plus de ça, machin, c'est le nouvel ordre mondial, c'est la les multinationales, etc. En tout cas, le fait est qu'il y a bien une stratégie, en tout cas de ces gens-là qui sont aux manettes, pour détruire les nations. Les détruire au point de vue juridique, de toute façon, ça, c'est ce qu'elle s'évertue depuis 30 ans dans le cadre de l'Union européenne, où on transfère nos souverainetés, donc on a des États qui sont vides de sens, et en ce moment, nous connaissons la phase, mais qui est très importante, qui prend vraiment une attaque en ce moment, mais de dimension, pour moi, supérieure à tout ce qu'elle a été jusqu'à présent, c'est l'attaque sur l'identité des nations européennes et sur leur déconstruction totale, où on vous explique que les nations n'existent plus, on y met ce qu'on veut, c'est un verre vide, je le remplis, je mets du rouge, du bleu, du vert, du rouge, voilà. Et ça, c'est le discours généralisé, hein, généralisé par toute une partie de la gauche, essentiellement, qui s'engouffre là-dedans, hein, au nom de l'antiracisme, évidemment. Il y a toujours l'antiracisme derrière, en embuscade. C'est ça, l'antiracisme, c'est le poison idéologique qui empêche les véritables forces de s'unir. Parce que quand vous avez, d'un côté, ce qu'on dit les patriotes, hein, on vous dit la réconciliation entre les patriotes, mais les patriotes, ils n'ont pas besoin de se réconcilier entre eux. Vous croyez que moi j'ai besoin de me réconcilier avec les patriotes? J'ai besoin de me réconcilier quoi? Avec Abosi, avec Conversano, avec Pierre Hilard? Mais on est déjà réconciliés. Il n'y a pas de réconciliation entre les patriotes, puisque de toute façon, le fond commun, le logiciel, on sait très bien qu'on est d'accord. Même si on va différer sur certains aspects. Mais on sait très bien qu'on s'entend. Il n'y a pas de... Vous voyez, quand on parle de réconciliation, c'est quelqu'un avec qui vous êtes fâché. Si vous êtes fâché, c'est au sens... Là, il y a une différence. Voilà. Et les gens sur qui on est fâché, c'est certainement pas entre patriotes. C'est les gens avec qui on est fâché, ce sont les gauchistes en face. Les gauchistes qui sont sur un logiciel antiraciste. Et cette idéologie antiraciste, elle est le poison qui empêche la véritable convergence des forces entre justement ces patriotes et ces forces gauchistes qui ont des revendications sociales, économiques qui peuvent se rapprocher de les nôtres, pour certains. Et c'est évident qu'on a plein de points communs. Mais ces points communs ne pourront jamais se mettre ensemble, avoir un grand dénominateur, parce qu'il y a l'antiracisme. Hein. L'antiracisme, c'est ce poison qui est en fait du racisme à l'état pur, et qui est cette putain d'idéologie qui bouffe toute la société, qui va empêcher les gens de pouvoir s'exprimer librement, qui
fausse absolument tous les rapports, toutes les analyses, puisque dès que vous allez exprimer une opinion, elle est vue à l'aune du racisme, de l'histoire coloniale, et un machin, et puis les gens vont vous ressortir des fois des trucs de il y a 500 ou 600 ans. Voilà, c'est comme ça qu'ils se justifient. Et vous voyez bien, et c'est ça qui empêche cette union, c'est ça qui empêche ces forces de pouvoir converger ensemble, et là former un vrai bloc. Et qui peut peser politiquement, puisqu'on parle de peser politiquement, bah oui, pour peser politiquement, il faut s'entendre. Hein. Alors déjà, il y a les égos à mettre de côté. C'est déjà un exercice des plus difficiles pour certains. Mais au-delà de ces affaires d'égos, c'est quoi? On se réconcilie avec qui? Comment? Pourquoi? Il faut le savoir, ça aussi. Hein. Et donc, pour moi, c'est là que ça se joue. C'est qu'il faut aller les voir, ces gens-là. Hein. Faut aller voir les vrais gens avec qui on est fâché. Et si on est fâché, moi, je vous le dis, c'est pas... entre patriotes, je sais pas, voilà, pour moi on est sur le même logiciel. Fâché, c'est bien avec ces gens-là, et peut-être bien que c'est irréconciliable, je sais pas, mais en tout cas, si on fait une démarche, c'est vers ceux avec qui on est vraiment fâché, et c'est eux, là-bas en face, avec qui on est vraiment fâché. Et c'est vrai que cette idéologie antiraciste, c'est ce qui fait pourquoi on est fâché, c'est ça qu'empoisonne le débat, puisque eux, le truc, c'est qu'ils vont nous traiter d'extrême droite, de racistes, machin, de tout ce qu'on veut. Voilà. Et c'est ce truc-là, c'est le cœur absolu qui fait que on n'arrive pas à s'entendre. Donc moi, l'idéologie antiraciste, c'est pour ça que c'est une idéologie qui mérite d'aller à la poubelle, hein, et qu'il faut en finir, peut-être un jour dans ce pays, avec cette idéologie, parce que c'est elle qui pourrit tous ces rapports entre tous ces groupes-là et qui sème la discorde, la zizanie, et qui est une espèce de totalitarisme, de chantage de la pensée, et qui a du ressort, parce que ça a du ressort politique. Parce qu'évidemment, on le sait très bien, regardez les gens qui se font attaquer au nom de cette idéologie, ils sont nombreux en France, très nombreux même. Donc ça c'est pas possible pour moi. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous dit Fin novembre, il y a eu apparemment des incendies terroristes en Israël. Et l'avocat franco-israélien Arnaud Klarsfeld a déclaré: le terrorisme par incendie va bientôt venir en France. Que penses-tu de ce mauvais présage? Je sais, j'ai lu ça, je connais ces déclarations. J'ai pas tellement d'infos sur ce qui s'est passé là-bas en Israël. J'ai constaté comme vous, j'ai lu, oui, que beaucoup d'attentats seraient des attentats... Enfin, on parle de feux criminels déclenchés un peu partout sur le territoire au même moment. Donc, ce qu'on pourrait assimiler, effectivement, un attentat terroriste peut-être organisé, une nouvelle forme. Est-ce que ça peut arriver en France? Je pense que tout à fait. Par contre, là, ils ne se plantent pas parce que pour le moment, une technique comme ça, de mettre le feu dans plein d'endroits à la fois, ça peut être, on va dire, plus facile pour certaines personnes. Donc oui, ça peut s'envisager. C'est très inquiétant. Aujourd'hui, le terrorisme, il a pris toutes les formes. Hein, ouais, c'est un mec qui se balade au bord de la mer, il écrase tout le monde. C'est des mecs qui montent dans un train avec une hache. Ça peut être, j'en sais rien, il y a de tout, puisque des gens préparent des attentats de partout. Enfin, il peut y avoir de multiples formes d'attentats. Hein. Moi, je ne suis pas non plus dans le truc qu'il y a le Mossad derrière chaque attentat. Ça me paraît complètement surréaliste de penser ça, que le mec, par exemple, qui va rentrer à la hache, hein, pour buter des gens dans le train, il n'a pas besoin d'avoir un plan d'organisation venant de Tel Aviv, et un agent et un machin. Voilà, et ça, il y en a plein. Alors, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on met derrière terroriste? Terroriste, c'est forcément un État qui organise, qui machin, ou terroriste, c'est aussi le mec tout seul qui prend sa décision, hein, et qui commet son crime. Voilà, c'est ça, quoi. Donc, c'est qu'est-ce qu'on met aussi derrière tous ces mots. Alors, vous me dites, penses-tu qu'il y a une alliance entre Marine Le Pen et son père à la dernière minute? Oh, moi, je pense qu'ils sont même pas fâchés, c'est pour les caméras, quoi. C'est son père, quoi. Je sais pas, enfin, moi, je vois ça comme ça, c'est son père. Il n'y a pas d'ex-frère, d'ex-père, d'ex-sœur. Il y a des ex-copains, des ex-petits copains, des ex-petites copines. Mais il n'y a pas d'ex-frère. Non, il n'y a pas d'ex-mère, il n'y a pas d'ex-sœur. Ça n'existe pas. Donc, fâchés devant les caméras, ils doivent se faire des bisous, rentrer à la maison. Hein. Enfin, moi, je vois plus ça comme ça. Alors, on me dit, les deux principaux partis politiques français n'utilisent-ils pas les primaires, afin d'adapter au mieux le discours idéologique dans le but de se garantir le plus de chances de victoire? Nous savons bien qu'ils ne respectent jamais leurs engagements. Alors ça, ouais, je suis assez d'accord avec toi, c'est une espèce de machinerie pour
préparer, oui, c'est quand même une machine à gagner un peu, parce que ça veut dire, quelque part, qu'on met tout le parti en ordre de bataille. Donc, il y a une espèce de, allez, de presque, allez, motivation, en train comme ça, qui est réalisé, voilà, qui est fait par l'évidement, ça vous porte, ça vous pousse. On a compris ça, on l'a vu, comment dire, avec, comment dire, avec cette primaire, surtout de la droite, qui était un exercice que la droite n'avait jamais réalisé. Bon, on avait eu les primaires de la gauche, c'était pas très jojo à l'époque, hein, d'ailleurs. C'est celles-là qui vont être le plus intéressantes, celles qui viennent, à mon avis, parce que là, les choses vont être beaucoup plus compliquées. Mais oui, cette primaire, c'est une machinerie, ouais, qui entraîne tout le parti, qui permet effectivement de garder un cap idéologique, hein, fort, parce qu'il va être incarné par le gagnant. Du coup, comme tous les gagnants, tous les perdants, je veux dire, doivent se ranger derrière le gagnant, bah, c'est, voilà, on ferme, vous la fermez bien, c'est moi qui ai raison. Bon, ouais, c'est vrai que c'est une forme d'appuyer vraiment à la fois le candidat et son idéologie, dans une espèce de machinerie, de mise en scène, qui en plus prépare aussi à l'élection, une espèce d'élection avant l'élection, etc., qui leur permet en plus d'avoir, faut bien le dire, un putain de coup de lumière c'est une énorme communication médiatique, quoi. Voilà, ça leur permet quand même, voilà, de parler à des millions de gens, etc. C'est un exercice inédit, mais bon, c'est encore une fois l'américanisation. Ça va certainement y avoir des bons côtés, mais moi, ce côté un peu spectacle et de s'inspirer à chaque fois de toutes ces recettes américaines, comme si on n'était pas capable d'inventer autre chose. Mais bon, c'est un peu ça qui est décevant. Alors, vous me dites aussi, Montebourg a comme proposition de tirer 100 sénateurs s'il est élu. Tu trouves pas ça génial? De tirer au sort 100 sénateurs. Bah écoute, non, je suis pas contre cette proposition, mais il tirerait parmi la population, quoi. 100 sénateurs au sort. Moi, je suis pour. Vous voyez, ça sent. Eh ben, si en tout cas, c'est ce que je pense, c'est-à-dire qu'ils pensent dire qu'on va faire rentrer une partie des sénateurs via le suffrage, comment dire, le tirage au sort, c'est encore une fois victoire des idées choiristes, dans ce cas, victoire Internet, victoire de la nouvelle opinion publique, quoi. Hein, parce que si Montebourg, il est encore... Vous voyez, comme je vous dis, ça perce le plafond. Vous voyez, si Montebourg, il propose, Mélenchon, il propose, vous allez voir, ça se trouve, le FN, il va vous proposer aussi comme ça un truc du même genre, bah, ça démontre bien que toutes ces idées, vous voyez, ce bouillonnement intellectuel, finalement, hein, les complotistes, les méchants conspirationnistes que vous êtes, eh ben, vous voyez, vos idées arrivent à monter, et puis finalement, c'est encore une fois, hein, Internet qui mène le tempo, hein, c'est ça que ça veut dire, que ce tempo n'est plus mené par le haut, hein, c'est plus aussi vertical, mais c'est bien horizontal. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Que penses-tu sur les rumeurs sur le hacking des machines à voter américaines par la Russie? J'y vois écrit théorie du complot inversé. Ah ouais, alors là, j'y crois, mais alors vraiment pas une seconde, quoi. Non, mais à chaque fois, là, alors là, ils nous refont le coup de la... Alors, avant, c'est nous qui nous faisions traiter de complotistes, hein, ça je vous rappelle, voilà, on est des complotistes. Mais maintenant, quand il se passe un truc, c'est eux qui voient des complots partout, et ce serait nous les complotistes d'ailleurs. Alors, Poutine, il a fait élire Trump. Quand Fillon a gagné, le lendemain, c'était ah oui, c'est la victoire de Poutine et de Bachar el-Assad. C'est Bachar el-Assad qui fait l'élection française. Non, mais attendez. Non, à un moment donné, en France, je pense, il y a des trucs qui sont pas sérieux comme ça. C'est quand même incroyable. Et je vous assure, hein, sur les chaînes de télé, ils disent ça, c'est la victoire de Bachar el-Assad. Encore une fois, c'est lui qui fait l'élection. Attends, mais il doit rigoler quand même à Damas, quoi. Quand il doit voir les unes des journaux français, c'est lui qui fait l'élection française, Bachar el-Assad, quoi. Et Poutine, hein, c'est lui qui est tellement machin, il est tellement puissant que c'est lui qui décide le candidat que la droite va choisir en France. Non, mais il faut arrêter quand même ce délire, quoi. C'est
c'est eux qui sont quand même dans les théories du complot les plus farfelues, qui nous les sortent à chaque fois, parce qu'ils nous sortent le mot complot, il sort souvent dans les médias. Quand il y a eu des trucs Sarkozy, dès qu'il se passe un truc, ils hurlent au complot, il y a un complot contre moi, il y a un complot. Les mecs, l'idée du complot, ça c'est quand ça les arrange. Mais là, c'est complètement surréaliste, quoi, voilà. Oui, Poutine, c'est comme, vous savez, ça me fait penser, là, dans le russe bashing, là, le Russian bashing que faisaient les Américains, ils nous avaient dit, Poutine, il est autiste, Poutine, il est machin, Poutine, bien sûr, il avait 5 doigts de pied, enfin, non, mais c'est vraiment des campagnes, mais de calomnie, mais de bas niveau, mais bon, voilà, ça en devient risible, hein, vous voyez, franchement, c'est risible, cet acharnement contre la Russie. Les médias français qui s'en donnent à cœur joie aussi sont ridicules, mais vraiment ridicules. Voilà. Et je suis pas poutinolâtre, hein, comme les gens, les imbéciles aussi, des fois, qui confondent tout, mais voilà, c'est un peu remettre les choses à leur place, quoi, parce que, voilà, quand on se voit qu'on se fout de la gueule comme ça de Poutine, c'est vrai que j'ai envie de prendre sa défense, quoi, parce que je trouve ça tellement con et injuste, quoi. Alors, on me dit, fin novembre, il y a eu apparemment des incendies. Oui, oui, je ne sais pas. Changeons le système électoral pour la proportionnelle. Assez injuste quand un parti politique fait des scores incroyables et se fait toujours léser. Qu'en penses-tu qu'un jour on y reviendra? Moi, je suis, alors là, entièrement pour un scrutin à la proportionnelle. Ras le cul de ce scrutin majoritaire qui n'est pas le reflet de l'échiquier politique. Tous les partis devraient être pour la proportionnelle. Évidemment, mais même l'UPR a commencé, au moins il ferait, comment dire, un score qui représenterait ce qu'ils représentent dans la société. Point, s'ils font, je sais pas, 2-3%, ils ont un siège, et puis voilà. C'est comme ça que ça devrait se passer, ça devrait être ça. Parce que au moins, vous savez, la proportionnelle, il y aura toujours les tenants qui vont vous dire, ah mais oui, mais ça, le système proportionnel, c'est ce qui va bloquer la machine, parce que tout le monde va pouvoir trouver un truc. Mais oui, mais au moins, ce sera le consensus. Au moins, on va voir sur quoi on est d'accord, sur quoi on n'est pas d'accord, et ce ne sera pas justement ingouvernable. Au moins, les choses sur quoi on va décider, finalement, il y aura une espèce d'accord de tout le monde. Et c'est ça, bon, ça me paraît un peu plus, en tout cas, cohérent, de bon sens. Parce que le système d'aujourd'hui où les partis se sont partagés le gâteau comme ça, et puis finalement, avec 20% des voix, c'est vous qui obtenez le siège, c'est particulièrement injuste, en tout cas. Et ça reflète pas du tout l'opinion, hein, parce que l'opinion aujourd'hui des gens, on sait très bien que voilà, c'est pas l'UMP et le PS, ils ne se sont pas représentés. Il y a besoin en France qu'on modifie profondément la vie politique, c'est clair. Mais ça passera par le changement des règles, mais ça aussi passera par le changement des règles des médias. Hein. Moi, par exemple, je fais une proposition aussi, hein, puisqu'on est dans les propositions, pourquoi pas, que ce soit que les subventions d'aide publique aux médias, elles soient votées, elles soient votées par nous et pas votées par eux. C'est-à-dire que ce sera au peuple de décider à qui les subventions vont être attribuées. Et c'est lui qui décidera des gens qu'il a envie de voir attribuer les subventions, par exemple. Ça remettrait les choses. Comme ça, au moins, il y aura une diversité d'opinions, parce que pour le moment, c'est pas du tout le cas. On sauve les petits copains et ils sont tous dans le même moule. Parce que les médias sont bien les gardiens de tout ça. C'est sûr que leur pouvoir s'effrite. Ça c'est très établi. Mais ça reste quand même les gardiens d'un ordre. Et cet ordre, aujourd'hui, on voit bien que c'est un ordre ancien. Voilà, il n'a plus sa place. Et on nous vend, moi, quand je regarde les chaînes nationales, j'ai l'impression de voir un pays qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y aurait à la fois, donc en France, un pays réel et un pays qui n'existe pas. Et ce pays qui n'existe pas, on s'évertue à vous le vendre. Hein, c'est le pays où les migrants sont gentils, le pays où tout le monde s'entend bien, le pays du pas d'amalgame, et le pays de silicioniste, encore. Vous n'avez pas le droit de le prononcer, celui-là, que dans certains cas. Mais en tout cas, ce pays-là n'existe pas. Hein, c'est ce qu'on nous vend. Mais ça, c'est le décalage avec la réalité. Et la réalité, les gens, ils vont la puiser ailleurs, ils vont aller chercher ce qui les intéresse ailleurs. C'est pour ça que ça s'effrite, leur pouvoir. Mais ces gens-là ont encore quand même une assise, et c'est eux qui, pour moi, maintiennent encore le mort sous perfusion, entre guillemets. Voilà, c'est comme ça que je vois le truc. Ce sont des espèces de gardiens du temple. Et heureusement qu'ils sont là pour foutre de la perfusion, parce que sinon, ça ferait longtemps que tout ça se fondrerait. Alors,
On me dit qu'il sera en finale en 2017, lance-toi. Oh non, je ne ferai pas de pronostic. Je pourrais pas me prononcer, ce serait trop tôt, ce serait trop injuste parce que on a 6 mois, on ne sait même pas qui va se présenter exactement. Les choses peuvent bouger beaucoup. Il va y avoir un mec à gauche, où il dit machin, tout ça n'est pas fini. Tous les autres candidats, le candidat PRG, il va y avoir voilà, des candidats indépendants. Voilà, donc. On peut pas encore, ce serait, moi je dis impossible de faire un pronostic pour se planter complètement. Il est beaucoup trop tôt les pronostics. Vous avez vu les médias avec les pronostics, ça leur a pas porté bonheur. Je ferai pas la même erreur. Alors, on me dit Valls en 6 mois en tant que Premier ministre avec l'aval de Hollande peut-il tenter d'imposer un état d'urgence qui ferait sauter les élections et garder le pouvoir à tout jamais? Pourquoi pas? Oh, oh, à ce point-là, ce serait énorme. Franchement, ce serait énorme. Faire un truc pareil. On sait que oui, il y a eu des citations. Hein. Il avait déclaré que si le Front National remportait l'élection, il annulerait l'élection. Bon, hein, c'est la démocratie selon Karl Marx, c'est pas tout à fait la nôtre. Bon, ça c'est ce qu'il avait déclaré, mais entre ce genre de déclaration tonitruante hein, et les faits, il y a encore une marge. Hein, parce que annuler une élection en France, moi je veux bien. Valls, hein, ouais, j'annule l'élection, je veux pas que Marine Le Pen aille au pouvoir dans le cas où ça se produirait. Je vois pas comment le pays sera plus gouvernable. Alors là, si c'est pas justement les gauchistes et les banlieusards dans la rue, mais vous aurez tout le reste dans la rue. Hein. Donc il y aura quand même du monde et qui sera pas d'accord. Et attention, les gens des corps constitués, c'est pas le moment de se les mettre à dos. Hein. Ils étaient pas trop contents déjà hein, en ce moment. Alors si les mecs, vous avez voté pour eux, puis un jour vous expliquez, bah non, votre vote, on s'assied dessus, on chie dessus. Bah, le mec, il va peut-être rester chez lui, quoi, tu vois. Et à ce moment-là, Valls, il faudra qu'il court, hein, tu vois. Parce que si eux sont plus là pour le défendre, je vois pas qui est-ce qui va s'en occuper. Hein. Mais voilà. Alors, on me dit, mais je sais qu'en Suède aussi, petite parenthèse, ils avaient fait aussi la même citation. Ils avaient un projet de loi qui allait dans le sens du genre, si les démocrates, là, le fameux parti anti-migrant est élu, les démocrates de Suède, ah bah l'élection serait annulée aussi. Ils avaient un truc comme ça aussi, mais bon, ça n'a pas réussi à passer. Alors, vous me dites quoi? En fait, nous parlons de ceux qui ont mis le bourbier où nous sommes, où est la nouvelle vague. Ah bah la nouvelle vague, elle va arriver, attends, ça arrive, j'imagine. Non mais la nouvelle vague, elle va arriver. Déjà, attends, les vieux, ils sont en train de se casser, toute l'ancienne garde, et puis de toute façon, les choses avancent, et il y a une espèce de nouvelle garde qui va arriver. Elle est là, vous la voyez pas, c'est tout. Alors, concernant les présidentielles 2017, il y a un site qui recense tous les candidats, même ceux dont on n'a jamais entendu parler, avec un système pour voter pour le candidat de son choix. Pourquoi ne pas t'inscrire et te présenter? Merci, c'est candidat 2017. Je pourrais me présenter pour rigoler. Ça peut être marrant. Mais non, l'élection présidentielle me semble extrêmement sérieuse, extrêmement compliquée, extrêmement... c'est pas quelque chose à la légère. Voilà. Mais je n'exclus pas de me présenter un jour dans une élection. Je me laisse le droit. Bah, ce sera peut-être le seul moyen de parler bientôt. Il faudra être député. Vous avez l'immunité parlementaire. Donc, non, mais c'est sérieux. J'ai plus le choix. Si je veux continuer à faire des émissions, il faudrait au moins que je sois, j'ai une immunité parlementaire. Donc, oui, je sais pas. Peut-être, j'envisage. Je sais pas. Bah, ce sera le seul moyen. Ah, ce serait terrible. C'est sûr que si j'ai l'immunité parlementaire, oh là là. Bon, bah, on va pouvoir parler de choses sérieuses, quoi. Les mecs, ils peuvent pas t'attaquer en procès, quoi. C'est quand même magnifique. Il y a plus que les députés. Moi, je sais pas. Je réfléchis. Je suis comme vous. Je me dis, tiens, il y a peut-être un credo. Hein. Il y a peut-être un credo à prendre. Alors, président, c'est peut-être trop gros, mais député, c'est accessible. Hein. En plus, moi, je suis dans une région basanée. Hein. Voilà, j'ai le couleur locale. Donc, non, ça peut le faire. Ça peut le faire. Alors, on me dit, pourquoi ne fais-tu pas une émission sérieuse sur les livres religieux qui nous gèrent? Parce que faire des émissions sur les livres religieux, mon cher, ça ne porte pas bonheur. En France, on peut facilement parler de certaines religions, mais pas d'autres. Hein, je vous laisse deviner. Non, mais vous l'avez compris, hein, chaque fois qu'on fait des émissions, j'ai abordé la religion, jamais sous l'angle théologique, mais plutôt, moi, ce qui m'intéresse, c'est philosophique ou social, hein, avec toutes les conséquences.
l'angle théologique ne m'intéresse pas, pour tout dire. Non, mais vraiment, on n'a pas vocation même à faire une émission théologique stricto sensu. Ça, il faut laisser ça le dimanche, là, quand ils font leur nouvel ordre mondial religieux, là, il y a un musulman, un rabbin, un imam, là, qui discutent. Voilà, eux, ils le feront très bien. S'ils veulent parler de théologie, voilà, mais parler de théologie, très sincèrement, je pense que c'est même pas notre vocation, quoi, parce que c'est tellement un débat où chacun va se plonger dans son propre paradigme sans jamais en sortir que je crois que, enfin, ça n'a pas d'intérêt. Ou alors, entre religieux, là, c'est un intérêt, à la limite, comme ça, ils peuvent déterminer entre eux des choses. Mais nous, pas vraiment, c'est pas vraiment notre créneau, quoi. Par contre, oui, parler du point de vue de l'influence des religions et sur l'aspect philosophique ou social, à ça, oui, c'est hautement intéressant, mais hautement sous tension, parce que évidemment, quand vous parlez de ces sujets-là, c'est comme tout à l'heure, là, c'est raciste. Voilà, si vous n'êtes pas d'accord, vous prenez du raciste très très vite. Donc, c'est des sujets sous haute tension, mais qui ont le mérite. De toute façon, la France, elle est confrontée à ce grand problème de la religion avec l'islam. Les catholiques, ils ont décidé aussi de parler maintenant, puisque bon, entre guillemets, c'est vrai qu'ils y parlaient plus trop, donc maintenant je vois des civitas qui veulent présenter un candidat, qui veulent machin, etc. C'est tout à fait logique, c'est tout à fait logique. Donc moi, tout l'aspect philosophique, l'aspect social m'intéresse énormément. L'aspect théologique stricto sensu, beaucoup moins. Et voilà, peu d'intérêt. Mais l'aspect philosophique, ouais. Mais quand on parle, c'est marrant parce que quand j'essaie d'aborder ce sujet-là sous ces aspects philosophiques ou sociaux avec différents invités, il y a les réactions de certains, c'est de dire oui, mais pourquoi vous avez invité un théologien? Bon, oui, mais c'est pas l'aspect théologique qui nous intéresse. C'est ça que les gens n'ont pas compris. Mais bon, enfin, certaines personnes, évidemment. Alors, on me dit, que penses-tu du titre de Black M, Je suis chez moi? À chaque fois je parle d'un rappeur, après ça fait le ça fait le buzz sur internet, les mecs qui découpent les trucs. Non, bah ce que j'en pense, je me suis déjà exprimé sur Black M, hein. Moi, j'ai rien contre Black M, à titre personnel. Bon, en plus je connais pas, voilà, c'est la nouvelle génération, que beaucoup moins connue que l'ancienne. Mais je suis chez moi, j'ai écouté. Moi, ça me dérange pas, Black M. Mais à un moment donné, je suis chez moi, ça veut dire quoi? C'est je suis chez moi en Guinée, en France, ou je suis chez moi en tant que Français? Parce que c'est ça la question, quoi. Parce que Black M, là où c'est pas clair, c'est qu'au début de sa carrière, il faisait des morceaux où il disait oui, la France se pique couffard. Hein, le pays, hein, traduire, c'est des mécréants, tiens, il faut tous les. Hein, tout le monde, un coup de couteau. Voilà, mais c'est ça. Donc Black M, qu'il ait évolué, mais tant mieux s'il a évolué, qu'il maintenant, il pense que, bon, à l'époque, il racontait des conneries, et puis que maintenant, il dit, je suis chez moi, mais moi aussi, je suis chez moi, et eux, ils sont chez eux aussi. Bon, bah, dans ce cas, tout va bien, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais bon, moi, sur en tout cas l'affaire qui l'a concerné avec pour l'histoire de Verdun, je pense que c'est bien qu'il n'eût pas joué, parce qu'il faut quand même rappeler les faits. Lui, il a montré ça, et le public nous a expliqué, parce que même dans le clip, je suis chez moi, ouais, voilà, on veut encore nous faire la sauce et l'espèce de truc. Hein, le coup du victimaire, victime de raciste, oh, les méchants blancs, ils sont venus, ils veulent m'empêcher de faire mon concert. Non, non, c'est pas ça. C'est que les méchants blancs, ils te rappellent, voilà, que tu as eu des paroles désagréables envers les blancs. Puisque clairement, voilà, tu as insulté la France, et que aujourd'hui cette nouvelle opinion publique, elle est déterminée à plus laisser passer, plus laisser faire, et qu'un rappeur qui insulte la France, quand bien même il eût été blanc lui-même, je peux vous assurer que la réaction eût été la même. C'est ça, à un moment donné, qu'il faut réaliser. C'est que c'est pas une question que c'est Black M qu'il est noir. Ça aurait été White Bee, c'était la même chose, hein, s'il nous avait sorti le discours, et il aurait fait provoquer scandale sur les réseaux sociaux, je peux vous assurer, ça aurait été pareil. Donc faut arrêter le délire, quoi, à un moment donné. Et c'est pour ça que oui, bon, bah, c'est très bien qu'il fasse des morceaux pour dire je suis chez moi et qu'il réalise, mais à un moment donné, c'est qu'est-ce qu'on met derrière sur chez moi? Parce que si c'est je suis chez moi, hein, mais je mets les pieds sur la table, j'arrive avec mon boubou et machin, non, bah non, t'es peut-être pas tout à fait chez toi, voilà, c'est tout. Mais bon, ça, c'est encore des paroles qui vont provoquer l'ire de tous mes détracteurs. Mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Alors. On me dit, ne penses-tu pas qu'on s'enflamme un peu trop avec la nouvelle opinion publique? L'ingénierie, via la culture et les médias de grands chemins, fonctionne toujours sur la majorité.
Ils ont, bien sûr, ils ont encore, quand on a une puissance de frappe comme celle, effectivement, des grands médias, oui, tu conserves quand même une certaine influence. Mais ils ne sont plus ceux qui vont faire la pluie et le beau temps et décider, lorsqu'ils ont décidé, par exemple, de nous emmener à prendre un choix et qu'ils sont tous, absolument tous, sur le même diapason pour vous dire il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, eh ben ça n'a plus la même incidence. Hein. Et il y a qu'à voir, par exemple, lorsque il y avait même eu les manifs pour tous, euh, tous les médias, tous, ils nous disaient, regardez Canal+, mais c'était l'horreur. Canal+, vous allumez, l'autre, la Barthez et machin. Ah oui, la manif pour tous, le truc, là, machin. Si vous osiez mettre allez, une question. Salaud, attendez, vous êtes pour ou contre, là, machin. C'était, mais horrible. C'était Inquisition sur toutes les chaînes. Hein, et c'était la même chose en 2005. Inquisition sur toutes les chaînes. Il y avait 2 millions de personnes dans la rue. Donc, et quand ils ont fait leur contre-manif, il y avait quoi? Il y avait 200 000 mecs. Ils étaient vachement moins nombreux. Donc, leur influence, pour moi, elle s'étiole, hein, elle s'effrite, elle est plus si nette. Voilà, on a eu quand même le cas d'école Trump. Ça, c'est quand même un cas d'école. Il y a eu tout le pays derrière, tous les médias du pays contre lui. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer si demain, vous prenez vous et vous allumez sur toutes les chaînes et il y a des reportages sur vous toute la journée, on vous insulte, on parle mal de vous, on parle de vos parents, on parle de ce que vous avez dit, ce que vous avez fait. C'est horrible, quoi. Et toute la machine médiatique mondiale, parce que dans le cas de Trump, c'était les États-Unis et le Canada et toute l'Europe occidentale et toutes les chaînes de télé, etc. Enfin, c'est quand même une machinerie contre vous et ça n'a pas suffi à le faire perdre. Imaginez. C'est quand même extraordinaire. Ça n'a pas suffi. Hein. Alors que je pense qu'on se remet dans un contexte de 20-30 ans en arrière, je peux vous assurer, une machinerie comme ça qui est sur vous, imparable, impensable, indestructible. Hillary Clinton aurait été élue et Trump battu à plate couture hein, devant de tels moyens. Mais le contre-coup d'Internet a réduit, a quand même diminué vraiment ils n'ont plus ce pouvoir tout puissant, c'est évident. Et sur l'affaire Trump, sur le Brexit, regardez le Brexit, c'est pareil. Tous les médias étaient pour le Remain, tous. Hein, d'ailleurs, il y a je ne sais plus son nom là, qui fait des vidéos excellentes là-dessus. Il doit être membre de l'UPR, j'imagine. Un UPRien encore caché, mais qui fait du bon travail, voilà, qui a fait un débunkage du Brexit excellent. Hein, vraiment un très très bon travail. Et voilà, quand vous regardez ces vidéos, clairement, vous avez la démonstration à quel point les médias avaient un parti pris pour le Remain, faire, passer cette idée que de toute façon c'était réactionnaire, c'était raciste de vouloir sortir du Brexit, de vouloir sortir de l'Union Européenne, etc. Et tous les médias français étaient sur ce diapason. Je peux imaginer qu'il lui fait la même chose pour les médias anglais, on trouvait certainement pire. Et voilà, et on avait donc tout ce diapason, et pourtant ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Comme je vous dis en 2005, hein, avec 2005, c'est avec le traité constitutionnel. Et c'était pareil. Tous les médias, absolument tous les médias, étaient sur le oui. Hein, on vous le disait presque, je vous dis, c'est limite si journaliste n'avait pas un... Faut voter oui, hein, attention, hein, faut voter oui, madame, hein, attention, il faut... Hein, mais c'était surréaliste quand même. Il y a une espèce là, moi, je vous assure, à l'époque, je voyais ça comme disant, mais c'est Orwell, quoi. Tous les mecs te disaient oui, 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 il faut voter oui, il faut voter oui. Et s'il y avait un mec qui était là, c'est comme pour le mariage pour tous, qui disait... est-ce que vraiment faut voter oui? Attends, vous êtes contre l'Europe, monsieur. Mais c'était surréaliste. Et c'était exactement ça. Et ça n'a pas empêché les gens de voter non. Et moi, c'est ce que je remarque. Donc, je vois, il y a des soubresauts comme ça de choses qui se sont passées, qui sont des marqueurs, hein, qui sont des événements que on ne peut pas minimiser. Quand bien même, eux ne voulaient pas l'interpréter comme la perte de leur pouvoir, mais plutôt le fait qu'ils soient trompés. C'est un peu rigolé, quoi, parce que se planter, alors, hein, quand on a vu sur Fillon, ça c'était quand même drôle, le mec était à 12, il finit à 44 au premier tour, à 70 au deuxième. Allô, au Doxa,
c'est plus se tromper, là. Faut mettre la clé sous la porte, ou vas-y, je sais pas, on échange les jobs. Non, mais à un moment donné, c'est pas possible. C'est pas possible. Là, on peut plus parler de se tromper. Sur Trump, ils nous avaient fait le coup. Alors, Trump, c'est même pas... Il y a pas... Les mecs, même après que les résultats étaient annoncés qu'il avait gagné, sur BFN, à 5 heures du mat, ils disaient encore « Mais Hillary a peut-être encore une chance !» Non, mais non, mais c'était pas possible. La carte était devant eux. Les États-Unis, ils avaient déjà annoncé « Non, mais Trump, c'est plié, c'est bon. » Il fallait encore que BFM t'explique qu'Hillary a encore une chance. Vous savez, ça fait penser comme, vous savez, Clovis, hein, quand il a battu le dernier représentant de l'Empire romain. Il n'y avait plus d'Empire romain. On avait encore un représentant de l'Empire romain en France. Non, non, on veut garder l'Empire romain. Non, mais là, c'est pareil, quoi. Non, mais ils sont surréalistes. Donc, moi, les médias, je pense que leur pouvoir, ça s'étiole. C'est plus si... comment dire, si présent que ça. Et je pense que ça va laisser, comment dire, la voie libre à de nouvelles opportunités. Voilà. On va faire une deuxième pause, peut-être. Ouais, voilà, magnifique. On fait la deuxième pause, puis on revient après pour la petite partie finale, comme ça. Et je prendrai toutes les questions là qui restent à vous, la régie.